Marc Junia, bonjour. Bonjour Alexandre. Encore une nouvelle vidéo de Actu Résilience et je vous présente un ancien trader qui a décidé de partir, qui a décidé de construire une nouvelle vie dans l'écriture de scénarios, mais aussi d'articles, et qui va être très présent sur Actu Résilience parce que justement il est bien décidé, comme nous autres qui voulons construire l'alternative et construire un futur souhaitable. Il est très motivé à écrire un nouveau récit. Alors, pour rappeler ce que sont la froideur, ce qu'est la froideur des marchés, je rappelle cette vidéo qu'on peut facilement trouver sur le net. C'est une vidéo Human, je vous invite à la regarder. C'était une petite interview de Jérôme Kerviel, trader de la Société Générale, qui, à la minute 1:03, explique qu'il faisait de l'argent sur les attentats de Londres. Je répète que les attentats, c'est des corps déchiquetés, des morts, des enfants qui pleurent leurs parents, des parents qui pleurent leurs enfants, des frères, des sœurs endeuillés. Et donc, c'est pas de la rigolade. Si je mets des silences entre les mots, c'est simplement parce que ces gens qui sont victimes des attentats, eux, ils vivent des minutes de silence quand ils enterrent les leurs. Alors que d'autres, au même moment, apparemment, débouchent des bouteilles de champagne parce qu'ils ont fait de l'argent sur ça. Est-ce que, Marc, c'est ce qui t'a motivé à partir? Entre autres choses, ouais. Pour revenir peut-être une seconde sur l'affaire Kerviel, quand on l'évoque entre anciens de la bourse, on a quand même encore aujourd'hui des doutes sur le fait que la banque qui était derrière Kerviel n'ait pas vu venir ce que lui faisait, ou en tout cas ce que la banque a prétendu qu'il faisait. Mais bon, ça regarde plutôt la justice et ces gens-là. Voilà, Ok. mon propos est juste d'être un petit peu dubitatif là-dessus. Alors, les marchés financiers, effectivement, moi j'étais sur le MATIF. Le MATIF, c'était un marché qui servait à se prémunir contre la fluctuation des taux d'intérêt, avec pour sous-jacent le panier obligataire mondial. Un truc énormissime. Pour la petite anecdote, ça avait été mis en place par Bérégovoy, donc un gouvernement de gauche qui mettait en place un marché hautement spéculatif. C'était quand même pour le moins cocasse. Il n'empêche que beaucoup de gens ont travaillé sur le MATIF. Et beaucoup de gens y ont fait fortune. Alors le MATIF, c'était un marché en fait qui servait réellement à couvrir une position sur le futur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelait ça des marchés de futur. Exemple, vous êtes monsieur Eram, vous avez besoin de peau pour faire vos chaussures. Vous achetez aujourd'hui des Eram, veaux. c'est un marchand de chaussures, hein, on Un le marchand de rappelle. chaussures, tout à fait. Vous avez besoin donc d'acheter des veaux qui dans 6 mois seront des vaches. Vous allez donc devoir couvrir le risque de combien vaut un veau aujourd'hui et combien vaudront les vaches dans 6 mois. Et puis si éventuellement vous l'achetiez à l'époque dans une devise étrangère, vous allez aussi devoir couvrir le risque entre combien coûte votre monnaie à vous aujourd'hui par rapport à ce qu'elle coûtera dans 6 mois dans la devise dans laquelle vous devrez payer vos vaches. Donc 95% du marché du MATIF était uniquement du spiel, c'est-à-dire vraiment on jouait, on spéculait sur la valeur MATIF, sur le panier obligataire mondial. Il n'y a réellement que 5% de ce qui s'échangeait chaque jour qui était derrière, donc avec des gens comme M. Eram ou d'autres. Évidemment, ce marché a été ouvert pour permettre aux banques de pouvoir faire de l'intermédiation financière. Ce qui n'était pas le cas avant, les banques n'avaient pas le droit en fait d'être des intervenants de la bourse comme les agents de change. Là, on leur a permis de devenir ça. Encore une fois, gouvernement de gauche qui permet... Mais il y avait peut-être une logique à ça, c'était peut-être pour stabiliser les marchés, non? Il y avait effectivement une logique derrière. La logique, c'était que les Anglais le faisaient, les Allemands le faisaient, les Américains le faisaient, donc pourquoi pas nous? Et de fait, la bourse de Paris était devenue à l'époque un des plus gros marchés international au niveau des marchés futurs, donc entre autres le MATIF. Et donc j'ai décidé d'en partir parce que après 91, en fait, après la première guerre du Golfe, sur laquelle là aussi j'ai vu des gens faire et défaire des fortunes en une journée parfois, parce que la spéculation au moment où la guerre s'est déclarée a été un truc complètement dingue. La période était plutôt calme juste avant.
Et puis d'un seul coup, en une matinée, ça a été un déclenchement. On parle de 91, c'est ça? Exactement. C'est quand les supermarchés du sud de la France se vidaient à une vitesse folle. En fait, avant janvier 91, donc avant la période d'entrée en guerre des Américains, il y a eu la fin de l'année 90, c'est-à-dire au moment où l'Irak a envahi le Koweït. Et là, ça a commencé à être très très chaud. Les gens ont eu peur. Hein, les gens ont eu très très peur, c'est certain. Donc évidemment, un marché comme celui-là, c'était une aubaine, on va dire, pour les spéculateurs, pour pouvoir faire quelque chose. D'un autre côté, c'est vrai aussi qu'ils ont permis une liquidité au marché. Donc le marché a dû s'adapter avec les spéculateurs, mais ça leur a permis aussi d'avoir, je dirais, le meilleur prix peut-être, pour que les gens qui avaient besoin de couvrir un risque, un vrai risque, puissent trouver le bon prix au bon moment. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la spéculation, pour ceux qui ne connaissent pas? Quand les gens mettent par exemple leur argent dans les assurances vie, des choses comme ça. Alors, l'assurance vie, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très spéculatif. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui serait un peu plan-plan, un placement de père de famille. C'est tangible, ça repose sur des valeurs tangibles, comment ça se passe? C'est géré par les organismes qui les détiennent, donc que ce soit des sociétés, des compagnies d'assurance ou des banques, de manière très, très tranquille. Ils ne prennent aucun risque fondamental, je dirais, pour leur équilibre financier avec Mais les Lehman Brothers, par exemple, elle gérait ce genre de choses? Elle a bien fait faillite, donc qu'est-ce qui est arrivé aux gens? Elle a fait faillite, mais elle a fait faillite parce qu'elle est allée sur des marchés pourris, sur les subprimes et autres cochonneries dans ce sens où il fallait surtout pas aller. Mais là, je pense qu'on pourrait lire, écrire, faire quelques films sur le sujet, et des gens le font bien mieux que moi. C'est très compliqué. Gaël Giraud, lui, explique que c'est la contraction des marchés de l'énergie qui ont provoqué aussi cette faillite. On peut considérer que c'est un facteur déterminant. On peut considérer que ces gens-là n'ont pas vu arriver le train qui allait leur rentrer pleine face. On peut dire tout simplement qu'à la limite, comme un boulanger qui ne voit pas qu'un autre boulanger va venir s'installer en face de lui avec de meilleurs produits et peut-être une boulangère plus attractive, il va se casser la gueule. Je pense qu'ils ont simplement mal géré leur affaire en mettant le doigt et en se laissant prendre dans un engrenage qui les a emmenés. Il nous reste 2 minutes. D'accord. Donc là, on va parler tangible, résilience, locale. Alors, toi, en tant qu'ancien trader, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Moi, en tant qu'ancien trader et en tant qu'auteur, je dirais, de nouveaux récits, la résilience aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, comment dire, si c'était possible, on devrait tous se faire une piqûre de résilience. On devrait tous être conscients, prendre conscience que si on ne va pas dans cette direction-là, la Terre va exploser. La Terre va malheureusement subir des contre-coups, que ce soit financiers, énergétiques, d'un point de vue la manière dont on se nourrit, mais même la manière dont on éduque nos enfants aujourd'hui. Il faut aller absolument vers cette résilience qui est la seule voie possible, en tout cas de mon point de vue. Je pense qu'on peut trouver plein de gens qui nous diront le contraire. Typiquement, un journaliste qui vient d'attaquer Julien Votinissa, un de mes amis qui a embarqué sur un voilier pour aller dépolluer la mer, et que ce journaliste économique attaque en disant que c'est une sorte de secte, les collapsologues, sauf que ça repose sur de la science. Alors justement, il nous reste moins de 50 secondes. Investir dans l'eau, la capacité à traiter son eau, la nourriture, bien sûr. Accueillir des gens en campagne et surtout leur donner, au-delà de la nourriture et d'un toit, du divertissement. Est-ce que pour toi c'est un placement intéressant? Oui, je pense que c'est un placement intéressant. Je pense qu'il faut effectivement se rapprocher aujourd'hui des bonnes idées qui feront notre futur. Alors, on parle par exemple des monnaies, des crypto-monnaies. Peut-être que c'est une piste à explorer. Si on est capable de les alimenter en énergie. Si on est capable de les alimenter en énergie. Mais je pense que chacun doit faire l'effort de son côté pour comprendre comment être moins dépendant d'un énorme système qui coûte énormément d'argent.
Tu serais pas un trader anarchiste? Peut-être. Merci.